Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des finales de conférence après 2 Game 7 de folie. On aura également un mot sur les équipes éliminées, les Nuggets et les Knicks. Sans tarder, je salue Charlie qui me fait le plaisir de m'accompagner. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, c'est un podcast du mardi. Voilà, on n'est plus sur notre vendredi habituel. C'est un gros changement. On s'adapte, hein. On est comme les coachs NBA, on s'adapte en play-off. Voilà, parce que c'est cette nuit que ça commence, les finales de conférence, et ça aurait été dommage de ne pas faire, toi et moi, la preview de ces 2 finales de conférence. Et d'ailleurs, j'en profite immédiatement pour prévenir les auditeurs, les fidèles qui nous suivent et qui nous écoutent toutes les semaines. Vendredi, donc on va pas faire de podcast parce qu'il y aura pas beaucoup de matchs qui auront été joués. Je pense que voilà, on va essayer de repousser ça à mardi prochain au final, et après on verra quel rythme si on reprend le vendredi ou pas, enfin on verra bien, mais voilà, le podcast aujourd'hui, podcast mardi prochain, on est parti sur cette organisation avec Charlie, on a réussi à accorder nos agendas, donc voilà. Également petit clin d'œil Charlie que je voulais faire par rapport à ce qui est en train de se passer là cette saison. Je pense que quand tu vois toutes les décisions de la NBA sur le salary cap, la convention collective, comment ils essayent de faire en sorte que la parité soit le plus possible respectée, arrêter de faire en sorte que les équipes qui ont vraiment une puissance financière se gavent trop. Il y en a toujours qui se gavent, bien évidemment. Les Clippers, les Suns, tout ça. Mais grosso modo, voilà, l'idée de la NBA, c'est d'essayer de limiter les choses. Et là, cette saison, ça sera le 6e champion qui sera différent en autant de saisons. Il y a que Boston dans le Final Four là qui a été en finale ces 6 dernières années. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait pour les fans de la NBA. Et quand t'es fan d'un club, et la chance de voir ton équipe, pardon, ta franchise de cœur aller loin en play-off, quoi. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est une donnée qui est extrêmement intéressante et qui rend la compétition encore plus passionnante. Ouais. Et je crois que ça fait depuis 5 saisons que le champion de l'année précédente se fait éliminer au second tour, ce qui est quasiment du jamais vu. Donc voilà. J'aimerais commencer, Charles, si tu me permets. J'aimerais commencer par parler des Nuggets de Denver qui se sont fait éliminer, les champions en titre, qui se sont fait sortir à domicile après avoir mené 20 points sur leur parquet par une équipe de Minnesota absolument incroyable. Une force mentale exemplaire de la part des Wolves que je ne pensais pas capable de faire la preuve d'un tel caractère, très sincèrement. Karl Anthony Towns, Edwards qui a 22 ans, voilà, pour plein de raisons autres également. Je pensais pas qu'ils étaient capables de faire ça. Jaden McDaniels nous a sorti un match absolument incroyable. Sur les 2 derniers matchs, d'ailleurs, il en a plus de 20 points. Une bonne réussite de tir, une défense de fer. Je crois que cette équipe des Nuggets est arrivée en fin de cette série exténuée physiquement. Jamal Murray et Nikola Jokic ont tout tenté dans ce game 7. Clairement, la défense de Denver était absolument incroyable dans l'entame de cette rencontre. Et puis, ils ont fini par manquer totalement de jus dans la deuxième partie de la rencontre. Les Wolves n'ont jamais lâché. Ils y ont toujours cru, ce qui est vraiment hallucinant. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je pensais vraiment pas qu'à moins 20 au début du troisième quart-temps, ils seraient capables d'y croire encore et de continuer à appuyer sur l'accélérateur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont largement dominé cette deuxième mi-temps. Ce qui est drôle, c'est que ce Game 7, c'était un peu à l'image le résumé de cette série, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu une domination de Denver en première mi-temps, et puis ils se sont totalement écroulés, ils se sont fait totalement rouler dessus par les Wolves ensuite, avec des balles perdues, la bataille de rebond qui était perdue, et puis aucune aide pour Murray et Jokic de leurs coéquipiers autour. Michael Porter Jr. qui est passé totalement à côté de cette série, mis à part peut-être un match, je crois que c'était le Game 3, où il marque une vingtaine de points. T'en avais parlé dans la preview,
son contexte familial a probablement joué. En tout cas, ça doit être une des explications, mais il s'est totalement troué dans cette série et il l'a reconnu lui-même d'ailleurs. Oui, il s'est excusé, oui. Oui, tout à fait, ouais. KCP n'était pas non plus présent dans ce game set. Aaron Gordon était également absent. Je crois qu'il marque 4 points, un truc comme ça. Il y a que Christian Brown en sortie de banc qui a à peu près surnagé avec 5 points. Mais c'était vraiment trop court, trop peu. On peut se poser la question de savoir si Michael Malone, en sortant totalement des joueurs comme... parce que c'est ça le pari aussi du front office de Denver, c'est de parier sur la jeunesse. Et quand tu vois Peyton Watson qui a joué 2 matchs, quelques minutes, et puis très vite il a été totalement sorti. Je comprends pourquoi Justin Holiday a été préféré. Et Justin Holiday a fait des très bons matchs dans cette série. Il a largement participé au retour de Denver dans cette confrontation. Voilà. Extraordinaire. On a bien senti la fatigue autant physique que mentale des Nuggets lors de la conférence de presse. L'immense déception de Michael Malone qui était clairement excessivement amer au micro des journalistes. Voilà, je sais pas ce que t'as à dire là-dessus. Bon ouais, super Game 7 des Wolves à l'extérieur, il faut le rappeler parce que c'est une donnée importante. Un comeback incroyable, une défense énorme en deuxième mi-temps. Alors t'as parlé de l'impact de Jaden McDaniels, mais la première mi-temps de Karl Anthony Towns est extrêmement importante aussi. Il contribue vraiment à tenir la baraque pour les Wolves et à leur permettre de rester dans le match. J'avoue que j'imaginais pas du tout Minnesota l'emporter avec un Anthony Edwards à 6 sur 24 au shoot, je crois il est à 2 sur 10 à 3 points. Mais je pense que tu dis à Michael Malone avant la rencontre, tu lui dis écoute, au début du troisième quart-temps, Anthony Edwards passera totalement à côté de la rencontre et vous aurez plus 20. Alors, je pense que le gars, il imagine même pas une seconde qu'il va perdre cette rencontre, quoi. il passe à côté offensivement, parce que défensivement, Oui, notamment en tout à deuxième fait, mi-temps, il fait quand même du très bon boulot. Bien sûr. En fait, quelque part, c'est une victoire qui est un peu référence pour les Wolves, parce qu'elle prouve que contrairement à ce que beaucoup Totalement. pouvaient penser, cette attaque ne repose pas sur un seul joueur. En fait, même en le disant, je trouve ça, j'ai envie de revoir le match. Enfin, peut-être rien que d'en parler, ça me donne envie de revoir le match. La manière avec laquelle ils ont su aller chercher les lancers, comme ils ont répondu dans l'intensité, l'agressivité offensive en deuxième mi-temps. Ils se sont super bien adaptés. La défense sur Murray, notamment en deuxième mi-temps, a été bien meilleure. Alors, Edwards, vraiment, à ce niveau-là, a fait le boulot. Je sais que beaucoup vont retenir que ses stats offensives sur ce match-là, qui sont bien en deçà de ses standards, mais la mentalité que ce joueur a, le boulot défensif, c'est ça un vrai franchise player, c'est un mec qui trouve toujours comment porter son équipe, quel que soit le niveau de réussite au shoot. Bon voilà, à Denver, tu l'as dit, on les a sentis exténués, ils ont payé les choix qui ont été faits cet été, en sortie de banc, c'était pas du tout suffisant, il y a 5 points en sortie de banc, 4 tirs tentés, on se doutait depuis le début de ces playoffs que si Denver devait tomber à un moment, ce serait notamment en raison de l'absence de solutions fiables en sortie de banc. C'est pas le seul souci, mais ça a joué quand même. L'absence du scoring de Michael Porter Jr. qui est contre un max, Évidemment. c'est quand même difficile de faire sans son apport offensif. Je suis d'accord, c'est la donnée la plus importante, c'est sûr. Clairement, c'est un joueur qui n'apporte que ça, du shooting et de l'attaque. Défensivement, ça va, mais il est limité. À part shooter, et après c'est aussi le rôle dans lequel il est enfermé à Denver. Ils lui ont jamais demandé de développer un tir en sortie de dribble, une création balle en main. Donc voilà, c'est pas ce joueur-là, Michael Porter Jr. Maintenant, il a eu énormément de shoots ouverts qu'il n'a quasiment jamais mis dans cette série. Donc c'est impossible de s'en sortir sans l'apport de ce gars-là. Je regardais justement un petit peu la situation de Denver. Alors voilà, Michael Porter Jr., je l'ai dit, contre Max. Est-ce que c'est une monnaie d'échange ou pas pour Denver cet été? Je pense pas. Je pense que quand tu vois les bons résultats du 5 majeur de Denver, qui est aussi un peu un mirage quelque part, c'est-à-dire que le fait que ce 5 majeur soit à ce point probant leur a permis de cacher, c'était un peu un cache-misère. Absolument. Ils ont joué beaucoup plus de minutes que il était probablement souhaitable.
et c'est pas forcément une bonne chose. Là, il y a des décisions à prendre cet été. C'est Kentavious Caldwell-Pope qui a une option joueur à activer le 29 juin. Reggie Jackson a également une option joueur à activer le 25 juin. Jamal Murray est éligible pour une extension max cet été à 208,5 millions sur 4 ans. C'est une extension similaire à celle de Donovan Mitchell à Cleveland, comme on en avait parlé d'autres fois. J'ai vu une vidéo de Bobby Marks d'ESPN qui est spécialisé dans le salary cap justement, et il dit Jamal Murray, qui a jamais été All-Star, qui a jamais été All-NBA Team, aurait tort de ne pas accepter une telle extension, surtout vu son passif de blessure. Aaron Gordon a également une option joueur pour la saison prochaine, une extension possible qui peut s'activer le 27, enfin assigner avant le 27 septembre prochain, 4 ans à 149,5 millions de dollars également. Je sais pas trop quelles vont être les solutions côté Denver. Vu la nouvelle convention collective et vu qu'ils sont déjà dans le deuxième apron, ça veut dire qu'ils ont des choix excessivement limités. Bah Je crois oui. qu'une des rares disponibilités qu'ils vont avoir en termes de salaire, c'est le mid-level exception, ce qui est très peu. Ils ont très peu de marge de manœuvre sur les pics de draft parce qu'ils ont beaucoup de pics de draft qui vont partir ces prochaines saisons. La masse salariale, elle est déjà colossale. Donc, très sincèrement, leur pari de la jeunesse, développer les jeunes talents, Christian Brown, Peyton Watson, Julian Stropher, qui avait montré des belles choses cette saison avant d'être blessé puis de sortir totalement de la rotation. Il faut que Michael Malone aussi accepte à un moment ou à un autre de faire jouer ces joueurs-là plus de minutes et de les développer, parce que sans ça, c'est comme Zignagi qui est signé pendant les 4 ou 5 prochaines saisons. Mais si tu le fais jamais jouer, ça sert à rien d'avoir ce gars-là qui te prend 7 millions sur ton banc, quoi. Donc il y a un moment, il va falloir faire des décisions, prendre des décisions. Est-ce qu'il va être possible d'aller récupérer un vétéran ou pas pour agrémenter le banc de Denver? Je sais pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, et je vois mal Calvin Booth, le general manager, décider de se débarrasser d'un mec comme Michael Porter Jr., clairement. Ouais, mais en même temps, tu l'as dit, les choix qu'ils ont sont assez restreints, et Porter Jr., C'est la monnaie d'échange la plus Ah probante. ouais, Ouais. c'est celle qui est la plus évidente sur le papier. Donc, est-ce que ça va bouger à ce niveau-là? On va assez vite, on aura assez vite des échos de ce qui se dit dans les coulisses de la ligue. Donc, on saura assez rapidement. Mais c'est clair que les possibilités aujourd'hui pour les Nuggets, elles sont assez limitées. Ouais. La question de Kentavious Caldwell-Pope, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une vraie question côté Denver, je pense, de savoir est-ce que tu fais revenir ce joueur-là qui a 31 ans, qui a fait ses preuves, hein, qui joue plus de 90% des matchs. Le mec, il est ultra fiable. Est-ce que tu décides de mettre cet argent ailleurs? Je sais pas. On verra. Ouais, il y a peut-être possibilité de renégocier avec lui. Il a 31 ans là, KCP. C'est peut-être possible de lui proposer un contrat long avec éventuellement un salaire un peu plus bas, mais ça va pas être facile. Hein. Et puis il y aura du monde aussi sur le dossier si. Bien sûr. Donc ouais, à voir. Mais en tout cas, pas facile de trouver les clés pour faire évoluer cet effectif. Et je suis chagrin. Je suis chagrin, Charlie, car je ne pourrais plus regarder Jokic jouer au basket cette saison. À part me taper les rediffs des matchs, voilà, à la demande, mais voilà. Ouais, écoute, on va voir s'il sera présent au JO cet été, ça nous donnera l'occasion de le voir encore. Et oui, peut-être, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un gros doute. Jamal Murray s'est engagé avec le Canada. Donc, et puis quelque part, je vais te dire, le fait qu'il soit pas allé en finale NBA, s'il va au JO, c'est pas plus mal. Hein. Oui, peut-être, à voir. À voir. En Serbie, c'est très très mal vu. Il s'est fait pas mal de fois critiquer là-bas pour ne pas rejoindre l'équipe nationale, pour ne pas jouer avec l'équipe nationale. Donc, à voir. On verra ça. On va parler de la finale de conférence Ouest. On va rester à l'Ouest. Hein. On va rester dans cette conférence et on va parler de cette finale de conférence qui va opposer les Dallas Mavericks au Minnesota Timberwolves. Charlie, donne-moi ta première impression sur cette confrontation. C'est une affiche qui me plaît beaucoup sur le papier. Je suis très intrigué par ce qui va se passer. J'ai très très hâte de voir. Déjà, je pense que Dallas
bien fait de s'éviter un match 7 au tour précédent. Je pense que en plus, c'était la manière avec laquelle ils ont conclu était, je pense que c'est pour le moral et pour l'état d'esprit de cette équipe, c'est une très bonne chose. Ils font face à un défi qui est très différent par rapport à la série face au Thunder, notamment évidemment parce que les Wolves sont autrement plus fournis à l'intérieur. Et même au-delà de cette raquette, Jason Kidd l'a évoqué en conférence de presse, la taille et l'envergure des joueurs des Wolves représentent un vrai défi. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer, parce que je trouve quand même que Dallas a des armes à l'intérieur, Gafford, Lively, PJ Washington. Je sais pas du tout ce qu'il en est sur Maxi Kleber, il me semble que son retour était évoqué pour une éventuelle finale de conférence, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi le dossier. Il y a des vrais athlètes aussi à l'intérieur à Dallas, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer, parce que quelque part, est-ce que c'est pas le secteur intérieur le plus fourni que Minnesota a eu à jouer depuis le début des playoffs? Potentiellement, si, effectivement, ouais, parce Ah ouais, que Denver, quelque part, ça reste assez court derrière Jokic c'est et ça, c'est que Gordon. Jokic, c'est quand même l'arbre qui cache un peu la forêt sur le secteur intérieur. Tout à fait, tout à fait. Et ces deux équipes, les Wolves et les Mavericks, j'ai l'impression, ce sont deux équipes qui se sont trouvées au fur et à mesure que la saison, enfin, déjà en fin de saison, et au fur et à mesure que ces playoffs quand les playoffs ont commencé et ont avancé, ce sont deux équipes, je trouve, qui se sont vraiment révélées à nos yeux. De plusieurs manières que ce soit, c'est des équipes qui ont des certitudes, elles ont certes des points faibles, mais il y a des choses qui sont claires, nettes et précises au moment où elles se présentent dans cette finale de conférence. Et franchement, en analysant cette finale de conférence, cette opposition, je suis arrivé avec quelques certitudes en me disant tiens, voilà ce que je pense de la manière dont cette série va se jouer. Et tout d'un coup, j'ai quand même eu pas mal de questions qui sont arrivées, dont j'aimerais parler avec toi. On est à peu près sûr, côté Wolves, on va commencer par les Wolves si tu veux bien. Côté Wolves, on est à peu près sûr que Jaden McDaniels va se trouver à défendre sur Luka Doncic. Mm-hmm. Anthony Edwards a déjà annoncé sur TNT à la fin du Game 7 qu'il défendrait sur Kyrie Irving. Pareil, le truc qui m'a éclaté, quoi. Le truc qui se passe rarement. Jamais tu donnes le plan de jeu comme ça alors que tu viens de terminer ton match. Enfin ouais, Ouais, très tu drôle. sens le niveau de confiance du joueur qui est impressionnant. Mais voilà, après avoir dit ça, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Notamment, la première, la plus importante de toutes pour moi, c'est comment ils vont gérer les rotations défensives pour défendre sur Lucas. Et oui, Parce que Lou Dort, c'est un tank. Et donc, ils arrivaient malgré tout à le faire sortir régulièrement de sa défense en 1 contre 1 face à Lucas, mais quand il y était, ça posait des vrais problèmes. Sauf que Dort, c'est typiquement le genre de joueur que tu as envie d'avoir sur Lucas. Il est physique, t'arrives pas à le bouger, et il est tenace. Jaden McDaniels, il est rapide, il est long, mais je sais pas s'il a la puissance physique pour encaisser les chocs avec Lucas et surtout éviter de se retrouver très rapidement dans des problématiques de faute. Parce que Denver, contrairement à Dallas, c'est pas une équipe qui provoque beaucoup de fautes. Lucas et Kyrie, si. c'est un enfer à défendre. Ça va être une vraie question parce que tu vois bien que Jaden McDaniels, c'est un joueur qui a souvent tendance à faire des fautes, parfois qui sont un peu bêtes, qui sont pas nécessaires, qui sont un peu stupides même parfois. Pareil pour Karl Anthony Towns. Sur qui Karl Anthony Towns va défendre? Qui il va prendre en défense exactement ce gars-là? Et très sincèrement, j'ai hâte de voir ça parce que lui et Conley, c'est les deux plus grosses interrogations que j'ai en défense. C'est-à-dire que est-ce que Conley, tu le mets sur Derrick Jones ou est-ce que tu le mets sur PJ Washington qui sera probablement dans le corner? Ah, c'est sûr qu'il sera dans le corner, et ça, il n'y a pas de doute. Voilà, mais Karl Anthony Towns, tu le mets où? T'en fais quoi? Bah, spontanément, j'ai envie de te dire que Karl Anthony Towns sera sur PJ Washington. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les Wolves? C'est compliqué, parce que un des objectifs de Dallas, de toute façon, ça va être de dépeupler la raquette. Donc sortir Towns de la raquette grâce à la présence au large de PJ Washington, ça semble entre guillemets le plus logique. Et derrière, avec les joueurs de pick and roll qu'ils ont, ils vont essayer de faire switcher la défense des C'est Wolves le plan de base. Ouais. voilà, pour faire sortir Rudy de son royaume qui est la raquette. Alors sur le Ça, on va en papier, parler, ouais. On va en parler. sur le papier, ça a l'air faisable. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que Chris Finch a prouvé depuis le début de ses playoffs que lui et son coaching staff sont passés maîtres dans l'art de préparer des défenses collectives très efficaces et surtout de s'adapter.
Donc j'ai pas la réponse à cette question. C'est clair que les cas Towns et Conley en défense vont être extrêmement intéressants. Parce que tout ça va dépendre. Enfin, leur placement sur le terrain, c'est là où je pose la question de la rotation défensive concernant Luka Doncic et ou Kyrie Irving. Enfin, les deux vont être impliqués dans les pick and roll et vont tenter de créer soit leur shoot, soit de créer pour leurs coéquipiers. La chose qui est absolument fascinante dans cette série, et j'ai hâte de voir ça. Et quand je vois Draymond Green qui a été recruté par TNT pour commenter les finales de conférence à l'Ouest, Oh. ça me fait hurler ce truc-là, parce qu'il va encore dire de la merde sur Rudy Gobert. Mais là, Rudy Gobert a un vrai challenge. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à défendre en drop. C'est ce qu'ils font d'habitude quand ils jouent contre les Mavericks et quand ils se retrouvent face à Luka Doncic. Et Luka Doncic, c'est le pire joueur au monde à défendre en drop. Et forcément, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire les Mavericks? C'est de sortir Rudy Gobert un maximum et de le forcer, que ce soit avec... c'est là où l'absence de Maxi Kleber est un peu embêtante pour Dallas, parce que ça les prive d'un joueur qui est tout à fait... comment dire, que Jason Kidd aurait pu utiliser pour faire sortir Rudy Gobert, justement. Mais il a d'autres options pour le faire. Et donc là, Gobert va être, on va lui demander, la défense va exiger de lui qu'il couvre un terrain absolument incroyable sur des rotations défensives, sur des aides défensives, où face à Denver, c'était assez simple ce qu'on lui demandait de faire. Enfin, assez simple. Ça, c'est jamais simple quand tu te retrouves face au triple VP de la ligue. Mais je veux dire, c'est un truc plus classique. C'est une défense assez classique. Là, Dallas va clairement essayer d'appuyer là où ça fait mal et là où Rudy Gobert a hérité de sa réputation de joueur qui est entre guillemets injouable une fois les playoffs et une fois que avec qui tu termines pas les matchs en playoffs. Voilà, exactement. Et ça, franchement, mais je suis fasciné à l'idée de mater comment Dallas va tenter d'exploiter ça et comment les Timberwolves vont essayer de contrer et de limiter l'impact de cette défense en drop et le fait de pousser Rudy à courir à défendre le périmètre. Ça, c'est fascinant. Tout à fait. Tout à fait. Et puis il y a d'autres aspects qui vont être extrêmement intéressants dans ce qui va se passer dans la raquette. La lutte pour le rebond, par exemple, elle est hyper intéressante. Alors depuis le début des playoffs, les Mavs sont sensiblement dans le même range que les Wolves en termes de rebond. Ils prennent même assez nettement plus de rebonds offensifs. Donc j'ai assez hâte de voir parce que mine de rien, les intérieurs des Mavs, c'est des athlètes, les gars. Hein. Ça court, ça saute, ça s'envoie, ça n'a pas peur. Donc ouais, j'ai vraiment très très hâte de voir comment ça va se passer et je pense vraiment que, en fait, alors ça peut paraître un peu hallucinant ce que je vais dire, mais cette équipe des Wolves, elle est beaucoup plus adaptée au fait de jouer Denver qu'au fait de jouer Dallas. Complètement. Et beaucoup plus en réalité. Et là encore, on ne parle que de ce qui se passe dans la raquette, mais par exemple, la pace, alors sur ces playoffs, ça se voit pas trop parce que pour le moment, Dallas n'a pas trop appuyé sur l'accélérateur, mais Dallas a la possibilité d'envoyer du jeu beaucoup plus rapide que ce que Denver pouvait faire, par exemple. Absolument. Absolument, et tu l'as extrêmement bien dit, c'est-à-dire que la bataille au rebond et la capacité de Minnesota de forcer des balles perdues va être primordiale. Pourquoi ? Parce que offensivement, ils nous font mentir un peu depuis le début des playoffs, donc peut-être que ce truc-là ne sera pas encore un facteur dans cette série. Mais je pars du principe que quand même on a une saison qui s'est déroulée. Il y a quand même c'est quand même des indicateurs forts. Donc s'ils arrivent encore une fois à contrer cet argument pour la 3e série consécutive, très bien, soit. Et si ça leur permet de se qualifier en finale NBA, ça sera amplement mérité. Mais il y a toujours cette question-là avec Minnesota, le fait qu'ils ont une production offensive qui peut être assez aléatoire et qu'ils se nourrissent beaucoup de leur capacité à dominer les rebonds et à leur capacité à générer des points en contre-attaque parce qu'ils génèrent des ballons perdus chez l'équipe adverse. Et ça, c'est pareil. Cette équipe de Dallas, avec des porteurs de balles comme Kyrie et Luka, ça va être autre chose que de leur faire perdre des ballons à ces gens-là. Parce que c'est pas du tout le même système de jeu et la même coordination des joueurs sur le terrain que Denver. Et le truc dont j'ai le plus peur, et je pense qu'il faut qu'on regarde tout ça dès les premiers matchs, c'est comment Karl Anthony Towns et Jaden McDaniels arrivent à éviter de se retrouver avec des problèmes de faute dès le premier carton ou deuxième carton.
Et c'est ma plus grosse crainte concernant Minnesota. Je le vois venir à 100 000. Towns qui est absolument incroyable depuis le début de ses playoffs. Je dois lui rendre hommage. Je dois c'est un parcours de rédemption. Et franchement, Minnesota, ils ont l'air partis tout droit vers le titre, tellement il y a une espèce d'osmose collective qui se dégage de cette équipe. Mais si Karl Anthony Towns et McDaniels se retrouvent avec des gros problèmes de faute à gérer très rapidement et que ça limite leur temps passé sur le terrain, attention. Ouais, pour moi, Towns, il a en grande partie les clés de cette série entre les mains. Alors tu l'as dit, il est vraiment remarquable depuis le début de ses playoffs et quelque part, il est un peu la variable d'ajustement de cette équipe. Quand il fait un bon match, c'est très compliqué d'aller battre Minnesota. Défensivement, il est appliqué, il se cache pas. On sait déjà ce qu'il peut apporter en attaque quand il fait les bons choix. Vraiment, pour moi, de son niveau peut dépendre beaucoup de choses pour les Wolves. Complètement. On va parler des Mavericks. Luka Doncic, il a été freiné par sa blessure au genou. Dans les 2 derniers matchs face à OKC, ça s'est largement pas vu. Hein. Il tournait en moyenne à 30 points, enfin un triple-double avec 30 points en moyenne, plus de 56% au tir, 53 à 3 points et 90 au lancer franc. Merci beaucoup, salut, au revoir. La propreté de ces matchs est hallucinante. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que si ce mec joue comme ça, laisse tomber, quoi. C'est injouable. Donc voilà, et alors, s'il y a un joueur que j'ai pas envie d'affronter si je suis Minnesota, c'est Luka Doncic. Ouais. Mais complètement. C'est typiquement le genre de joueur qui va poser énormément de problèmes défensifs à cette équipe de Minnesota, qui malgré tout est la meilleure défense de la ligue. On est d'accord là-dessus, et de loin en plus. Mais franchement, il va poser une colle au coaching staff, Luka Doncic. Je pense que ça va être ça va être vraiment excessivement difficile. Et si derrière ça, Kyrie Irving, qui a été plutôt en retrait dans la série face au Thunder, mais qui est parfaitement idéal dans ce rôle de deuxième porteur du ballon, de deuxième créateur, ce qui manquait absolument à Denver dans la série. J'ai hâte de voir sa réponse offensive face à Minnesota, parce que pour le coup, Dallas, Lucas c'est bien, mais Lucas c'est bien quand s'il n'est pas là à s'exténuer comme Jokic l'a fait. Jokic, à la fin de la série, il en pouvait plus de lutter et de batailler contre cette défense des Wolves. Lucas a besoin que Kyrie le seconde au scoring et à la création. Mais j'ai envie de te dire que quel meilleur sidekick tu veux que Kyrie Irving à tes côtés, quoi. Bah, le Kyrie Irving actuel, ouais, je suis bien d'accord. Moi là, alors, t'as rendu hommage un peu à Karl Anthony Towns tout à l'heure. Moi, je vais un peu rendre hommage à Kyrie parce que on l'a énormément critiqué ces dernières années, à raison, je pense. Je trouve que il est hyper impressionnant sur ses playoffs. On voit sur les images dans les vestiaires qu'il est parfaitement intégré dans cette équipe, ce qui a vraiment pas du tout toujours été le cas depuis qu'il a quitté Cleveland. Au contraire, on sent que ce parcours des Mavs est hyper important pour lui. Alors sans aller jusqu'à parler de rédemption, c'est quand même je pense quelque chose de très important dans sa carrière. Jason Kidd lui a rendu un très bel hommage après la qualification en expliquant qu'il avait été celui qui avait maintenu l'unité et le collectif des Mavs dans les moments difficiles. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Il s'est beaucoup trop éparpillé ces dernières saisons. Le voir redevenir un joueur de basket et pas du tout un joueur. C'est pas le Kyrie qu'on attend, tu vois. Le Kyrie qu'on pouvait attendre, c'est le monstre offensif, le mec qui est capable de terminer au cercle de n'importe quelle manière, qui peut marquer sur n'importe qui, sur n'importe quelle défense. C'est pas du tout ce Kyrie-là qu'on voit dans ces playoffs, mais c'est le Kyrie dont les Mavs ont besoin. T'as parlé, t'as dit que les Wolves étaient la meilleure défense de la saison et de loin, c'est vrai. On peut quand même dire que Dallas a terminé la régulière en étant la meilleure défense de la fin de saison régulière. Ils ont été vraiment impressionnants et ça tient aussi au fait que Luka ne se cache pas et Kyrie, pareil, fait un très très bon boulot défensivement. Donc ouais, il y a trop de choses que j'ai hâte de voir moi dans cette série. J'ai trop hâte et sur Luka, oui, Luka Doncic, évidemment, c'est sur le papier, c'est le meilleur joueur de cette série, très clairement. Pour moi, il est devant Anthony Edwards. Il a déjà connu les finales de conférence. Il a plus de vécu qu'Anthony Edwards. Je veux qu'on voit le même Luka qu'on a vu sur la fin de la série face au Thunder, 100% concentré sur le jeu et sur son équipe, pas en train de pinailler avec les arbitres. On sait que c'est ça la meilleure version de Luka Doncic.
Et je veux revoir je veux qu'on continue à le voir sur ces playoffs. Moi, je pense depuis quelques semaines que c'est la saison de Luka Doncic, et j'espère vraiment qu'il va me le confirmer. La chose qui m'impressionne le plus dans cette campagne de playoff des Mavericks, c'est l'intensité défensive avec laquelle se jouent Luka et Kyrie sur le terrain. Mais c'est dingue. Kyrie, je l'ai pas vu défendre comme ça depuis Cleveland 2016-2017, où il était vraiment solide. Et ça, j'ai toujours pensé, et j'ai déjà dit dans ce podcast, il me semble. Mais Kyrie a vraiment cette capacité de ne pas du tout être un minus défensif. Bien au contraire, il est capable de vraiment tenir son poste. Ce qui est rare pour les meneurs de son profil. Mais complètement, surtout voilà avec voilà totalement. Et Lucas, pareil. Enfin, je veux dire, malgré sa blessure, il a une concentration. Alors c'est pas un defensive stopper, tu vois. Clairement, c'est pas ça. Non, mais il fait les efforts. Et mais il fait les efforts. Et ça change tout. Et c'est des joueurs qui sont tellement intelligents qu'ils comprennent les rotations. Et la défense, c'est aussi ça, c'est du placement. Si tu respectes le placement et que tu te places bien, que tu sais ce que tu dois faire et où tu dois aller, et ce que l'équipe adverse tente de te faire pour te faire commettre des erreurs, pour te pousser à l'erreur, et ben voilà, t'as déjà fait une grande partie du boulot, quoi. Et franchement, ils sont étonnants. Il y a deux gars qu'il faut absolument parler, c'est Derrick Jones Jr. et PJ Washington. Franchement, ils ont été absolument épatants et décisifs face à OKC. Je m'attendais pas à une telle production de leur part. Pareil, idem que Minnesota, quand tu vois Dallas aujourd'hui à la fin de cette série face au Thunder, t'as l'impression qu'il y a une vraie identité, une vraie osmose collective qui s'est créée. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette équipe. Derek Lively, c'est mon chouchou, mon coup de cœur depuis le début de la saison. Toi et moi, on avait fait un podcast, je crois, sur un des tout premiers épisodes de la saison après le match face aux Spurs. On s'était dit, toi et moi, mais c'est qui ce type? Il est absolument incroyable. J'ai hâte de voir si les intérieurs si PJ Washington, et Derrick Jones sont capables de maintenir ce niveau-là, notamment dans leur défense face à Anthony Edwards, parce que qui va avoir la couverture d'Edwards défensive en premier rideau dans cette côté Dallas? Je ne sais pas. Je pense que potentiellement, quand je vois le boulot qu'a abattu PJ Washington face à Shai Gilgeous-Alexander, où il a été mais absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne mordait plus sur aucune des feintes. Il avait totalement compris ce que essayait de faire SGA, et tu sentais que Shai Gilgeous-Alexander a pas l'habitude qu'on défende comme ça sur lui. Et comme il est massif, il est rapide, il a une sacrée envergure, Washington, il a posé beaucoup de problèmes à Shai Gilgeous-Alexander. Alors, je dis pas que Shai Gilgeous-Alexander, un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, c'est même clairement top 3, il a trouvé sa marque et tout ça, il a trouvé son jeu. Tu t'arrêtes pas un mec comme ça, mais faut réussir à le freiner et à le faire réfléchir, à le faire trop réfléchir, balle en main. Et je trouve que Washington a fait un boulot absolument extraordinaire dans cette série, et j'ai hâte de voir qui Jason Kidd va mettre sur Edwards en premier rideau, quoi. Jones ou Washington, ou les deux. Ce serait une très bonne idée. Ouais, également. moi je pense que ça va être les deux. Ouais. Pour moi, c'est plus logique que ce soit les deux. De toute façon, Anthony Edwards, il est monstrueux en fait. Enfin, tu vois, tu peux pas juste, tu peux pas juste demander à PJ Washington de s'en occuper et tu vois et sans entre guillemets s'en laver les mains. Non, pour moi, Derrick Jones Jr. et PJ Washington vont défendre à deux sur lui, ils vont se relayer et bon courage à eux, j'ai envie de dire. Ça dépendra des match-ups aussi. Ça dépend si Kat est là ou pas. Si Karl Anthony Towns est sur le terrain, tu peux pas te permettre de mettre PJ Washington sur Edwards, je pense, puisque derrière comment tu défends sur Towns. Est-ce que tu demandes à Gafford et Gobert, tu mets qui? Enfin, il y a énormément de questions qui se posent. Ouais, non, c'est clair, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai tellement hâte que cette série commence et j'espère qu'elle va durer longtemps. Complètement, ouais. Autre chose, les intérieurs de Dallas vont avoir un rôle prédominant dans cette série. Gafford, PJ Washington, dont on vient de parler, et Derek Lively, ils ont dominé la raquette face à OKC, ce qui est assez, enfin, on pouvait s'y attendre. Oui. Parce que OKC, c'est pas sa grande force. J'ai hâte de voir à quel point les intérieurs de Dallas vont réussir à poser des problèmes
Est-ce qu'ils vont surnager? Est-ce qu'ils vont réussir à prendre l'ascendant? Est-ce qu'ils vont vraiment prendre la flotte face au jeu intérieur des Wolves? Donc, ce qui inclut Gobert, Karl Anthony Towns et Naz Reid. J'ai excessivement hâte de voir ce duel de jeu intérieur parce que d'un côté, tu as des joueurs côté Wolves avec Gobert en pilier défensif ultime dans la raquette. Or, Dallas, j'ai maté ça. Ils ont, depuis l'arrivée de Gafford et Washington, Dallas avait le deuxième meilleur pourcentage au tir de la ligue dans la raquette sur les tirs dunk et layup, selon Second Spectrum. Et les Wolves est l'équipe qui autorise le plus bas pourcentage de réussite dans la raquette dunk et layup sur la totalité de la saison. Donc il y a une vraie opposition de style et cette bataille dans la raquette va vraiment être une bataille primordiale dans cette série. Clairement. Ce qui est sûr, c'est que les intérieurs de Dallas peuvent pas s'attendre à vivre une série aussi entre guillemets tranquille que contre le Thunder, parce que tu as parlé de la domination au rebond, par exemple, quand tu regardes le match 6 entre Dallas et le Thunder, c'est violent, hein. Il y a 47 rebonds clair. à 31, c'est waouh, c'est pas, j'y crois pas une seule seconde. On peut pas revivre un tel scénario, je n'y crois pas du tout. Mais moi, je serais pas si étonné que les intérieurs des Mavs tiennent la dragée haute à ceux des Wolves, au moins sur le secteur du rebond. Ouais, au moins à ce niveau-là. Je pense qu'après, Et moi non plus. pour ce qui est de réussir à s'approprier la raquette, à réciter leur jeu offensif dans la raquette, ça c'est autre chose. Ça va évidemment dépendre de la capacité, on l'a dit, à attirer Gobert en dehors de la raquette, mais sur le rebond, je serais vraiment pas surpris de voir Dallas tenir la dragée haute. Cette série va être absolument incroyable. Il y a Ouais. des ajustements dans tous les sens. Il y a une guerre stratégique partout. Et Jason Kidd, franchement, j'espère qu'il va pas, qu'il va pas faire de la merde. Pardon, je suis désolé, tu vois, mais j'espère. Charles, c'est l'heure du pronostic pour cette série. Écoute, moi, sur le bracket que j'ai rempli avant le premier tour, j'avais une finale entre Dallas et Boston. Donc je vais pas me dédire et je vais rester là-dessus. Je vais mettre Dallas en 7. Je sais que c'est pas forcément la cote la plus évidente et je sais pas si j'irai miser de l'argent là-dessus, mais déjà j'ai envie de cette série dure, donc 7 rencontres. Et je pense vraiment que Dallas a les armes pour renverser les Wolves qui, encore une fois, à mes yeux, étaient mieux armés face à Denver qu'ils ne le sont face à Dallas. Très sincèrement, je suis arrivé sur la préparation de ce preview là, Mavericks Wolves, avec la certitude que Minnesota l'emporte. Probablement parce que mes espoirs déçus avec Denver et voilà. Ouais, la pilule passerait mieux. Non, c'est pas ça. Non, c'est le fait d'avoir été très impressionné par Minnesota dans cette série face à Denver. Maintenant, plus j'ai bossé dessus, plus tout ce qu'on vient de dire là, notamment la capacité de Dallas d'attaquer cette défense de Minnesota et voilà le génie absolu de Luka Doncic, qui est pour moi l'arme ultime contre une équipe comme avec le profil de Minnesota, qui va vraiment réussir à exploiter ce qui est d'ordinaire un point fort et qui va te rendre ça caduque tout d'un coup. Tu pourras plus compter sur ce qui était un peu le poumon de ta série. Et très franchement, je suis tombé là-dessus aussi. Je tombe sur un Maverick 107 avec un Lucas qui sort un récital dans le Game 7 à Minnesota, quoi. Alors voilà, c'est ça. En rigolant façon Suns en 2022, quoi. Non mais voilà, c'est ça. Il y a une donnée qui est quand même importante, c'est que moi, j'insiste un peu là-dessus, mais parce que pour moi, c'est vraiment un élément qui est très important. Le Luka Doncic qu'on a vu sur la fin de série face au Thunder, c'est un Luka Doncic qui est concentré sur le basket, vraiment sur son jeu et sur le jeu de son équipe. Et pour moi, ça fait vraiment une très très grosse différence. Pour moi, vraiment, Luka, cette année, ça peut être une année où il passe le cap. On sait, il a déjà goûté au final de conférence il y a 2 ans. Il est en NBA depuis 6 ans. C'est sa 4e campagne de playoff. Pour moi, c'est l'année pour lui d'aller voir à l'étage supérieur et d'aller goûter au final NBA.
Ouais, et franchement, je suis arrivé là avec Minnesota. J'étais prêt à partir sur du Minnesota en 6. Mais en fait, le parcours de Minnesota nous impressionne plus parce qu'il y a ce sweep au premier tour contre Phoenix, qui même si Phoenix jouait mal, reste une équipe avec des superstars qui sont qu'on attend fortes. Et puis derrière, ils sortent les Nuggets de Jokic. Donc c'est clair que c'est clair que spontanément, sans y réfléchir, on a envie de dire Minnesota. Mais c'est vrai que quand on se penche un peu sur les données précises de cette finale, c'est moins clair. C'est beaucoup moins clair. On verra. Quoi qu'il en soit, qu'on ait raison ou tort, de toute façon, peu importe. Je pense qu'on va vraiment se régaler dans ce duel. Ah ouais, moi aussi. Vraiment, cette finale de conférence, elle Hmm. est merveilleuse. On file à l'Est immédiatement avec, pareil, un hommage à ces Knicks qui ont vécu un Game 7 absolument cauchemardesque. Il n'y avait plus aucun joueur disponible. Spike Lee était à deux doigts de prendre, de signer un contrat de quelques heures et d'enfiler un maillot pour jouer sur le terrain. Euh, la messe était dite une fois que Jalen Brunson est sorti sur blessure, fracture de la main. Je pense que là, c'était terminé définitivement pour New York. Ouais, On peut saluer le courage de Giannunobi qui est arrivé en trottinant. T'avais envie de lui filer un déambulateur. Et cependant, il nous plante 2-3 points au début de la rencontre. T'es là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le public qui est en feu absolu. Enfin bref, Josh Hart, pareil. Alors lui, pour le coup, il a tenu jusqu'au bout. Mais voilà, il s'est battu contre une douleur abdominale c'est un qui malade, l'avait Josh Hart. sacrément handicapé au Game 6. Non mais même, enfin, entre les matchs, on nous a expliqué qu'à la moindre respiration, il souffrait, que, Ah mais c'est en fou. gros, il vivait avec la douleur. Il a joué plus de 35 minutes. Ce Mais mec est c'est fou. l'Iron Man absolu. C'est complètement fou. Voilà, les Knicks, écoute, magnifique parcours. Il y a beaucoup de choses à préparer désormais pour l'avenir. Les Knicks ont gagné. Voilà, il y a des choses qui sont claires et nettes. Je pense que re-signer OG Anunoby cet été, qui a une player option, c'est à peu près une évidence. Comme essayer de faire revenir Isaiah Hartenstein. Malheureusement, je regardais ça tout à l'heure, Isaiah Hartenstein, il ne possède pas ses bird rights. Les bird rights, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux signer un joueur et dépasser le salary cap, c'est pas un problème. Sauf que et lui offrir surtout un contrat, le contrat qu'il veut quoi. Ses droits t'appartiennent, donc tu peux lui proposer le contrat que tu as envie de lui proposer. Sauf que là, c'est pas le cas. Ils vont être limités dans la hausse de salaire qu'ils vont pouvoir lui proposer. Et si tu as une équipe qui arrive et qui lui propose 20 millions par saison, ce qui est tout à fait, ce qui n'est pas impossible, euh, ben ils vont potentiellement le perdre quoi. Ça sera à suivre. Jalen Brunson peut signer une extension à la mi-juillet. Je pense que c'est le truc le plus certain au monde. Et la grosse question pour New York, ça va être le cas de Julius Randle, qui est lui aussi candidat à une extension. Et puis, bah, faudra voir. Est-ce que c'est la monnaie d'échange qu'il faut utiliser? Est-ce qu'ils vont le garder en se disant, ouais, on n'a pas vu ce que ça a donné jusqu'au bout. Il était formidable cette saison. Donc, on a envie de voir ça Oh non. malgré les désillusions qu'il y a pu avoir les saisons auparavant, hein, où Julius Randle avait été très très bon. C'était quoi en 2021, je crois, où il est All-Star et il fait une saison absolument complètement incroyable. Et en playoff, il se ramasse, mais pas un peu, beaucoup. C'est un des pires performeurs en playoff que la Terre ait connu bientôt, Julius Randle. Sans exagération, hein, j'essaie même pas d'être méchant avec Julius Randle. Mais voilà, l'objectif ultime pour les Knicks, on le connaît, c'est d'aller récupérer Michael Bridges potentiellement au Nets. Mais voilà, il est au Nets et je pense pas que ça fasse des deals avec les Knicks sur ce cas-là. Les Knicks, ils ont envie de recréer le groupe magique de Villanova à New York et voilà. Donc on verra. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer aux Knicks à mon avis cet été et ça va être une des équipes clairement les plus fascinantes à suivre quoi. Ouais. Ouais, moi je trouve que la fin est assez triste. On a vraiment C'est senti, sûr. tu l'as dit, que les limites physiques ont été atteintes. Alors évidemment, l'accumulation de blessures a fini par se payer, mais même sans ça, on sent que physiquement c'était devenu trop compliqué. Le début de match de Brunson, avant qu'il se fracture la main, il est compliqué, on le sent en manque de jus. Il avait du mal à se sortir de la défense des Pacers. Anunoby, tu l'as dit, il a essayé, mais c'était pas tenable.
Josh Hart, moi j'ai plus les mots. Ce mec est un super héros. Quand est-ce que t'achètes une statue de Josh Hart, grandeur nature, et pour la mettre Ah, chez toi? ouais, je sais pas, mais je trouverai un coin pour l'installer où elle sera bien mise en valeur parce que vraiment ce mec est incroyable. Mais voilà, bon, pour les fans d'Enix, de toute façon, il faut réussir à surpasser la déception en se projetant sur la suite. Cette équipe préservée par les blessures et avec quelques petits ajustements, elle peut vraiment faire très mal dans les prochaines saisons. Alors j'espère évidemment que les prochaines fois, Thibodeau aura la bonne idée d'élargir un poil plus sa rotation parce que on l'a déjà mentionné vendredi dernier, mais des joueurs comme Alec Burks auraient pu avoir voix au chapitre plus tôt dans ces playoffs. Ça aurait permis de faire souffler les titulaires un peu plus. Mais bon, c'est un détail dans l'ensemble, vraiment très grand coup de chapeau pour ces playoffs, dans les conditions qu'on connaît, avec toutes ces blessures, avec toute cette fatigue. C'est magnifique ce qu'ils ont fait et franchement, je pense que très peu de fans de basket sont restés de marbre face à cette campagne de playoffs des Knicks parce que c'était vraiment, quand on aime le sport, c'était vraiment beau à suivre. Toute petite déception quand même sur ce match. J'aurais aimé un scénario avec plus de suspense, évidemment, un Madison Square Garden en feu, un dernier quart serré. On n'aura rien eu de tout ça. Et c'est normal parce que Indiana, l'adresse d'Indiana sur ce match n'a absolument aucun sens. Donc voilà, coup de chapeau au Knicks. Et franchement, l'avenir peut être magnifique. Ouais, très L'avenir clairement. peut être magnifique. Et coup de chapeau à Indiana parce que le match 7 qu'ils ont fait, il est remarquable. Alors évidemment, l'adresse hallucinante qu'ils ont eue donne une impression particulière, mais au-delà de ça, ils ont tellement bien répondu présent dans l'intensité, défensivement, offensivement, sans même parler de l'adresse, c'était extrêmement propre, la circulation de balles était excellente. Ils sont venus très près, ils l'ont montré, ils ont pas donné la moindre chance aux Knicks d'espérer quand les Knicks font un petit run au début du troisième quart-temps qui leur permet de revenir à je sais plus 6 ou 7 points. Il y a une réponse immédiate d'Indiana qui remettent 15 puis 20 points d'écart. Franchement, cette équipe d'Indiana, elle progresse depuis le début de ses playoffs et c'est très positif. Et celui qui illustre ça, c'est Haliburton qui a commencé des playoffs de manière compliquée et qui a sorti la tête de l'eau petit à petit. Et son match 7, il est remarquable et ça peut être un match fondateur parce que c'est sa première campagne de playoffs, entamée encore une fois dans des circonstances difficiles. Et là, il a joué un Game 7 au Madison Square Garden, en plus sous le maillot des Pacers. Quand on connaît l'historique entre les deux franchises, c'est vraiment très fort ce qu'il a fait, et je suis très content de le voir à ce niveau-là. Alors justement, on va parler directement de la finale de conférence qui va opposer donc les Pacers aux Celtics de Boston. Est-ce que cette série peut être compétitive plus qu'on ne le pense? J'ai envie de le croire, Charlie. Très sincèrement, j'ai envie de le croire. On a deux équipes qui ont joué des adversaires depuis le début de ces playoffs qui étaient rongés par les blessures. Ouais. Les deux équipes ont connu des parcours assez bizarroïdes, avec à chaque fois dans les équipes adverses des blessures, et pas un peu, des blessures majeures, des absences majeures sur le terrain. Donc c'est assez difficile, encore une fois, je le dis encore et toujours, surtout concernant Boston, de savoir à qui on a affaire et quelles sont les forces et surtout les faiblesses de l'équipe qu'on regarde jouer. Je pense que très clairement Boston part encore favori dans cette confrontation, mais je pense et je veux croire que Indiana va offrir plus de résistance qu'on ne le pense, et je veux croire qu'on va avoir un très bon duel en face de nous en fait. Plus je regarde cette série, plus je regarde les duels, plus je me dis que au moins Indiana a des outils, a des schémas à mettre en place pour vraiment aller titiller cette équipe de Boston. Alors je suis d'accord, je pense effectivement, je serais surpris si ça se jouait en 5 matchs aussi, et encore les 5 matchs, enfin les séries en 5 matchs que Boston a joué depuis le début de ses playoffs, c'était des séries en 4 en fait, enfin tu vois, c'est juste qu'ils ont laissé passer un match pour le plaisir un peu. Ils se sont endormis au game Voilà, 2. exactement. Hein, quoi, pardon, ouais. Ils se sont réveillés, Je joue, c'est bon, ça va. on a perdu l'avantage du terrain? Non. Mais Non, ça ne bah, change rien les on va gars. gagner les 3 prochains, tout va bien. Voilà, c'est ça. Écoute, je suis d'accord sur le fait qu'Indiana a des armes. Je pense que effectivement ils peuvent. Ça sera pas une formalité pour Boston, ça c'est sûr. Enfin, je le Putain, pense en tout je cas. vais devenir l'avocat des Pacers. Oh là là, quand je t'entends là, Non, t'es non, mis. non, 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 je suis assez d'accord avec toi. Mais j'ai pas le moindre doute sur l'identité du vainqueur de la série. C'est ça en fait que je veux dire. Je pense effectivement qu'Indiana est capable de prendre 2 matchs. Les Pacers en 6, un point c'est tout. Non, ça je te crois pas. Non, je déconne. Je déconne. Pour ceux qui ont sauté, voilà. Non, je suis pas sérieux.
Non, mais en fait, je trouve que Boston a tout ce qu'il faut pour défendre sur ces. Tu vois, par exemple, sur Haliburton, il y a vraiment du matériel pour défendre sur lui. Par contre, de l'autre côté, qui va défendre sur Tatum? Il y a beaucoup de monde qui peuvent défendre sur Tatum. Oh, il y a beaucoup de monde qui. Nesmith peut Ah, défendre sur Tatum. En plus, il le connaît comme sa poche. Et là, il lui rend quasiment 10 centimètres quand même. Alors je suis Ouais, d'accord, il mais peut, hein, il il y a peut. une activité. En fait, pour moi, c'est très simple. Indiana doit absolument essayer de pousser. Et beaucoup plus facile à dire que faire, j'en ai absolument conscience. Mais je pense qu'une des stratégies potentielles côté Indiana, ça va être d'essayer de pousser Jalen Brown et Jason Tatum à prendre des tirs en isolation, idéalement à mi-distance, pour éviter de se retrouver dans des rotations défensives qui, on le sait tous, se terminent par kick-out, tir à 3 points. C'est exactement ce que veut faire Boston, c'est tirer un maximum à 3 points. Et d'ailleurs, j'ai une stat assez marrante à vous dire tout à l'heure. Mais c'est ça qu'ils veulent faire Boston. Sans Porzingis, parce que ça c'est pareil, c'est la grosse question dans cette série. Est-ce que Porzingis va revenir ou pas? Je suis désolé, j'ai vu les images l'autre fois de Porzingis au centre d'entraînement de Boston. J'ai absolument pas confiance dans le fait que ce gars-là joue dans cette série, très sincèrement. Hein. Ah, moi je pense qu'il va revenir, moi. Ah, quand je le vois marcher, je me demande comment c'est possible qu'il court. Mais bon, pourquoi pas, on verra bien. Ça changera beaucoup de choses si c'est le cas. Oui. Mais en l'état actuel des choses, et manifestement il sera pas là pour les 2 premiers matchs. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Oui, tout à fait. Les 2 premiers, c'est quasiment sûr. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment. Indiana doit absolument voir dès le départ, dès l'entame de cette série, il doit voir si c'est possible pour eux de ne pas faire de prise à 2 et d'éviter le maximum, enfin de lutter à travers les écrans pour éviter au maximum de faire des rotations qui va mener à une balle ressortie à 3 points. Bah, mais tu vois, tu parlais du cas Tatum en disant qu'il valait mieux qu'il tire à mi-distance. Moi, je suis désolé, mais sur ce qu'on voit de Tatum sur ses playoffs, il est horrible à 3 points. Hein. Il a la pire adresse en playoffs depuis le début de sa carrière. Hein. C'est pas Tatum à 3 points qui m'intéresse. Moi, c'est les jeux qui tirent à 3 points. Ouais, mais moi, je préfère voir Tatum shooter à 3 points plutôt qu'aller à mi-distance. Hein. Sur ces playoffs-là, il est bien plus en réussite à mi-distance qu'à 3 points. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le meilleur tir à obtenir côté Indiana. Enfin, à forcer, pour forcer. Oui. D'accord. Indiana a envie de voir les Celtics idéalement shooter à mi-distance et surtout potentiellement voir Brown et Tatum jouer en ISO pour éviter de dérouler le jeu collectif qu'on connaît des Celtics. C'est ça l'idée. Est-ce qu'ils vont le faire tout le temps? Non, bien évidemment, c'est absolument impossible. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face aux 2 meilleures attaques de la ligue et ces 2 attaques qui produisent des points de façon totalement différente. C'est-à-dire que les Celtics, c'est l'équipe qui inscrit le plus de paniers à 3 points de toute la ligue et Indiana, c'est l'équipe qui marque le plus de paniers à 3 points dans la raquette de toute la ligue. C'est assez fou quand même. J'ai regardé le truc. Dans les 6 séries de playoffs opposant la meilleure équipe à 3 points de la ligue, enfin, qui inscrit le plus de 3 points de la ligue, et l'équipe la meilleure en points dans la raquette depuis 1998, ça s'est produit à 5 reprises, et à 3 reprises, l'équipe qui scorait le plus de points dans la raquette l'a emporté. Ouais. C'est une petite lueur d'espoir pour les fans des Pacers, j'ai envie de te dire. Oui, et puis pour tous les fans du basket old school qui n'aiment pas le tir à 3 points. Exactement. Je pense qu'Indiana a une attaque, a une comment dire, a une profusion, est capable d'avoir une profusion offensive qui est vraiment capable de gêner Boston. Surtout si Boston commence un peu à caler en termes d'adresse, comme on peut les voir de temps en temps. Voilà, Drew Holiday, il fait pas des playoffs absolument incroyables. Derrick White, c'est mieux. Il peut avoir des excellents matchs, mais ça peut arriver qu'il passe à côté d'un match. C'est ces matchs-là où il faudra essayer de capitaliser si ça arrive, bien évidemment. Mais les Pacers doivent aller chercher vraiment à la marge, et je suis pas en train d'essayer de descendre les Celtics, qu'on se comprenne bien. Je suis pas en train de dire, les Celtics, c'est vraiment nul. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que sur les erreurs potentielles des Celtics, faudra les exploiter et essayer de capitaliser à mort côté Indiana. Ouais, je suis d'accord. Alors,
pour revenir 2 secondes sur l'attaque d'Indiana, oui, c'est l'attaque d'Indiana, c'est la meilleure attaque de ces playoffs, je crois même d'assez loin. Alors évidemment, ce Game 7 avec des pourcentages historiques contribue à ça, mais même avant ce match-là, c'était déjà le cas. Offensivement, c'est une équipe qui est vraiment remarquable et franchement, Indiana, moi, c'est un de mes coups de cœur depuis le début de la saison. J'adore voir jouer cette équipe. Je trouve que c'est un plaisir. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de maintenir ce rythme, cette adresse face à une défense aussi solide que celle de Boston? Ça, c'est un peu la question. Bon, t'as parlé de Jrue Holiday. Moi, je trouve quand même qu'il est monté en puissance contre les Cavs. Il a été beaucoup plus solide. C'est vrai qu'il a très mal débuté ses playoffs, hein, mais ça allait un peu mieux. Il a redressé la tête, effectivement. Indiana a quand même des armes, hein, c'est clair. On a évoqué Haliburton qui est vraiment bien dans ses playoffs. Ça y est, Siakam aussi est très bien. Bon, ça, on s'y attendait un peu plus. Il a l'expérience. On savait que son recrutement, ça pourrait être celui qui propulsait Indiana dans une nouvelle dimension. Alors, on s'attendait peut-être pas au final de conférence dès cette année, mais dans l'idée, il devait leur faire passer un cap. Il y a aussi le banc. Pour moi, Indiana... Complètement. Voilà, tellement. La bataille des bancs va être importante parce que Indiana a montré que son banc était très fiable. Notamment, on va encore parler du match 7 face à New York. Ils ont vraiment répondu présent. C'est une donnée qui est très importante. Énorme coup de chapeau, notamment à TJ McConnell, qui a été énorme. D'ailleurs, j'ai adoré qu'Haliburton lui rende hommage en parlant de lui comme du meilleur meneur remplaçant de la ligue. Il a expliqué que dès qu'il savait qu'il se retrouvait à Indiana, il s'est dit « Ah, c'est trop bien, je vais avoir TJ McConnell derrière moi, c'est le bonheur ». Il défend, il est juste en attaque, il est dur, bref, sa présence est hyper importante pour cette équipe, mais il n'y a pas que lui, Obi Toppin, Ben Sheppard, Isaiah Jackson, tous apportent quelque chose au relais des titulaires, et ça, je pense que là-dessus, il l'emporte sur Boston. Mais c'est encore un outil à utiliser côté Pacers pour essayer d'aller chercher des poux dans la tête des Celtics. Et c'est ça la question si les Pacers arrivent à faire de cette série une série extrêmement disputée et compétitive, ça sera une surprise. On est d'accord? Bah, ou pas déjà, ça serait une surprise. Alors ça te surprendrait ou pas? Ah si, oui, qu'on soit sur une série en 6 ou en 7. En 6, non, parce que c'est mon prono. Moi, j'ai Boston en 6. En 7, je serais plus surpris. Et en fait, surtout, moi, je vais dire, j'ai très très hâte de voir la réaction de Boston si c'est une série tendue. Exactement. Parce qu'on ne sait toujours pas, en fait, comment cette équipe de Boston, elle réagit dans les moments difficiles. Je suis désolé, mais cette équipe n'a eu aucun moment difficile depuis octobre, enfin, depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu un moment où cette équipe, elle a eu besoin d'aller chercher dans ses retranchements, elle a eu besoin d'aller chercher au plus profond d'elle-même pour trouver les ressources, pour aller remporter un match, remporter une série. Ça n'est encore jamais arrivé. Et j'espère que ça va arriver là parce que je pense que si Boston va en finale NBA sans jamais avoir eu le moindre moment, sans jamais avoir ce moindre repère, tu vois, ah ben on sait qu'on peut le faire s'il le faut, et ben je pense que c'est pas un cadeau pour eux. Ouais, complètement. Boston, de leur côté, ils vont chercher à dominer les rebonds. Indiana, c'est vraiment une des pires équipes au rebond de la NBA. Et on a bien vu, les Knicks, c'est là qu'ils ont appuyé à 200% pour. Mais tu vois, s'ils mettent tous leurs shoots comme sur la première mi-temps contre New York, bien sûr. Game 7, les rebonds, c'est pas très grave à la limite, quoi. J'ai hâte de voir comment Rick Carlisle va essayer de positionner Pascal Siakam, comment il va essayer de le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il puisse vraiment exprimer son jeu et comment Boston va répondre. J'ai hâte de voir Tyrese Haliburton qui, alors lui, il va être visé en défense à chaque voyage, je pense. Oui. Et j'ai hâte de voir s'il est capable d'avoir un peu de répondant parce que franchement, il peut mieux faire Haliburton défensivement, j'en suis persuadé. Joe Mazzulla, avec Jrue Holiday, pareil, la manière dont il va l'utiliser, ça va être très intéressant parce que il peut mettre Jrue Holiday en défense en Miles Turner, par exemple. Il peut mettre Jrue Holiday un peu n'importe où face à Indiana pour essayer de contrer les pick and roll 1-5 meneur pivot que Indiana adore mettre en place. C'est vrai que Mazzulla, il a énormément comment dire, d'arguments et de réponses à donner à tout ce que peut proposer Indiana, quoi. Ouais. Mais c'est terrible parce que Mazzulla, c'est vrai qu'on est toujours en attente, tu vois, de cette série référence, de cette série qui nous rassurerait sur sa capacité à... Ouais, sur le coaching, sur les décisions. Et en fait, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas eu de série référence, le pauvre, tu vois, c'est quelque part, tu vois, c'est terrible parce que
Bah, effectivement, on Ah, attend toujours qu'il nous l'an rassure. dernier, quand il y en a eu, la saison dernière, quand il y en a eu, L'année dernière, oui. c'était L'année pas dernière, glorieux. je te l'accorde. Mais c'était sa première année. Ouais, ouais, Bénéfice du doute, tu vois. bénéfice du doute. Mais bon, moi, pour moi, vraiment, le truc qui est rédhibitoire pour Indiana, c'est le manque d'ailier, enfin de profil ailier capable de défendre sur Tatum, voire Brown. Vraiment, hein, mis à part Aaron Nesmith que tu as cité, mais qui est quand même nettement plus petit, enfin nettement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il lui rendait 10, je pense que c'est un peu en dessous. Mais ouais, j'ai un peu cette crainte-là. Qui va être capable de ralentir Brown et Tatum? Je sais pas, effectivement, ouais. C'est là tout le nœud du problème côté Indiana. Réussir à ralentir ces deux gars-là tout en produisant une attaque qui tienne debout malgré le fait que t'affrontes une défense redoutable, moins redoutable sans Porzingis, certes, mais redoutable quand même. Oui. Oui, et pour Euh, revenir sur le cas Porzingis, de toute façon, on parlait de son éventuel retour. Il faut être clair, Boston n'a aucun intérêt à précipiter le retour de Kristaps Porzingis parce que ça nous plaise ou non, je pense que Boston a encore un peu de marge face à Indiana et qu'il n'y a pas de nécessité de prendre des risques. T'as donné ton pronostic, je vais donner le mien. Et tu vas pouvoir me dire ce que t'en penses. Allez. Pacers en 6. Non, je déconne. je vois, je vois, je vois Boston. J'adorerais que tu fasses ce prono. Hein. J'adorerais. Mais j'étais à deux doigts de le faire, sache-le. Pas Pacers en 6, mais Pacers en 7. Mais je sais que certains écoutent ça en se disant, mais il est complètement fou, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Peut-être. Peut-être. Je dis pas le contraire. Franchement, Ça sera pas la première fois si dans ces Haliburton, pour ses playoffs. premiers playoffs, sort New York et Boston en 7 à chaque fois, avec un Game 7 à l'extérieur à chaque fois, c'est la Non, mais campagne de voilà. playoff est mythique, quoi. Je pense que c'est la marche qu'il ne franchira pas. J'ai mis les Celtics en 7. Et je pense que c'est une bonne chose pour Boston Ah bah oui, je suis d'accord. Oui. de se faire pousser. Je J'aime trop TJ McConnell. J'aime trop TJ McConnell pour ne pas croire en cette équipe des Pacers. Mais enfin, plus sérieusement, comme tu l'as dit, ils ont des armes. Le banc, leur capacité offensive. Si ils arrivent à vraiment obliger Boston à réfléchir un peu offensivement et à profiter des quelques trous d'air qu'ils peuvent créer, influencer, exploiter. Franchement, je pense qu'Indiana a vraiment, comme tu l'as dit, il y a une espèce de montée en puissance. C'est très difficile de lire cette équipe puisque elle a joué une équipe de New York. On parle voilà de pourcentage historique de réussite historique, pourcentage de réussite historique pardon dans le game 7 face à New York. Mais c'est face à une équipe de New York qui est complètement décimée quoi. Donc Ouais, non mais même il ratait rien. Non mais non, il je suis ratait d'accord rien, avec mais bon toi, quand mais même bon. c'était aberrant. En fait, j'ai regardé le match avec un pote fan des Knicks. Il a passé Le la pauvre. première mi-temps à me dire toutes les 2 minutes, non, non, mais de toute façon, à un moment, ça va plus tomber dedans. Hein. Ah, bah, il l'a répété longtemps, cette phrase, hein, très longtemps. C'est tombé dedans jusqu'au bout. Et Je sais pas, peut-être que j'ai envie de voir Boston être enfin un peu titillé, être enfin un peu testé, mais je pense que, même comme tu l'as beaucoup dit, ce serait testé. très important. Je pense que tu l'as dit, ce serait très important. Alors, par contre, et aussi l'autre chose qui fait que j'aimerais bien voir Indiana s'accrocher et pas du tout subir, c'est j'en ai marre de lire que Indiana a une campagne de playoff chanceuse et qu'il ne serait pas là sans toutes les blessures. C'est le lot de toutes les équipes chaque année en playoff. Ça ne garantit aucunement une victoire. Et Indiana est là avec des vraies qualités et des vrais atouts. C'est pas du tout un parcours chanceux. Donc j'espère qu'ils vont montrer quand même face à une équipe de Boston quasiment au complet, parce que ok, il n'y a pas Porzingis, mais enfin, il reste quand même du très 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 lourd, qu'ils sont pas là uniquement par chance. Complètement. Et franchement, je sais pas, j'ai envie de voir une série qui vraiment nous tient en haleine et permet de surtout faire sortir le meilleur de tous ces joueurs-là. Ouais, et puis qu'on ait enfin des réponses sur Boston. Comment cette équipe réagit dans les moments Exactement, ouais. durs. Exactement, ouais. C'est capital, vraiment. Moi, j'ai pas souvenir ces dernières années d'avoir à ce point-là eu une équipe en finale de conférence dont je ne sais pas ce qu'elle a dans le bide, en fait, cette équipe, quoi. C'est terrible. Mais C'est c'est terrible. limite, tu sais pas qu'ils sont en playoff, quoi.
Ah, honnêtement, oui, parce qu'en fait, ils ont... Un non, peu mais... difficile de s'enthousiasmer Bah, c'est ça, en sur fait. leur parcours parce que t'es là, ah oui, tiens, Boston, ouais, Boston, ils ont gagné. Ok, vas-y, En c'est fait, bon, quoi. c'est ça, ils font une campagne de playoff quasiment anonyme, alors C'est ça, ouais. alors qu'ils sont encore aujourd'hui les premiers favoris pour le titre, que ce soit pour les bookmakers, pour les fans NBA ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, sur les 4 finalistes, bah, l'équipe qui a sur le papier le plus de chances de remporter le titre, c'est cette équipe de Boston. Ouais. Et je sais pas, moi, je suis partisan je suis parti de ceux qui croient qu'il faut une espèce je sais pas, d'énergie comme ça, enfin, qui t'emmène à la victoire, quoi. Et je peux pas croire que tu passes comme ça les tours de playoff de façon, enfin, style vie de bureau. Tu te lèves, tu vas au boulot, tu rentres chez toi. Je suis 100% d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas possible que Non. tu t'en sortes en faisant une campagne de playoff comme ça. Exactement. Quand tu vois à l'Ouest, tu vas tomber face à une équipe qui a traversé le désert, quoi. Non, mais c'est ça. Bah, après ça, c'est une question qu'on évoquera sûrement quand on fera le preview de la sûr, finale. ouais. Mais c'est toujours le grand débat. Est-ce que tu préfères arriver en pleine forme parce que tu as eu une campagne de playoff extrêmement tranquille où tu n'as jamais été dans la difficulté, ou alors est-ce que tu préfères arriver avec quelques bobos, mais au moins des certitudes sur ta capacité à répondre à n'importe quel problème? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je serais plus confortable si j'étais fan de Boston de voir Indiana aller me titiller un peu, au moins 6 matchs, ouais. pour te tester, quoi. Tout à fait d'accord avec et ça. savoir ce que t'as dans le cœur, tout simplement. Merci, Charlie. Mais écoute, merci à toi et vivement que ça commence. Ouais, puis on se retrouve mardi prochain. Avec plaisir. Pour faire le bilan, il y aura 3 matchs qui auront été joués dans chaque série. Oui. Donc on sera à mi-série dans les 2 cas, donc ce sera un très bon moment pour parler de tout ça. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Voilà, donc le rendez-vous du mardi. De toute façon, si vous activez les notifications du podcast, vous serez prévenus du prochain numéro. Voilà, donc d'ici là, profitez de ces finales de conférence. On croise les doigts pour que ça soit compétitif et qu'on prenne notre pied. Ouais, et qu'il n'y ait plus de blessés. Attention, tu vas nous porter le mauvais œil. Ouais, bon, alors là, ça dépend pas de moi. Hein. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.